Bonjour à toutes et tous. Je vois qu'il est l'heure et je vous propose qu'on démarre sans trop tarder parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi. Je le suis d'autant plus que l'heure est très grave. Comme vous le savez, la présidence américaine a licencié plus de 800 employés de l'ANOAA, qui est l'administration nationale océanique et atmosphérique. Ces derniers jours, ça a provoqué une inquiétude mondiale dans la communauté scientifique et météorologique professionnelle. On a appris hier que Kate Calvin, qui est scientifique en chef à la NASA, qui était aussi coprésidente du groupe 3 du GIEC, a été virée. Elle avait déjà été empêchée d'aller assister aux travaux du GIEC. Et d'après Al Roker, un météorologue en chef de la NBC News, dans une publication sur les médias sociaux la semaine dernière, disait « À l'approche de la saison des intempéries et des ouragans, ce n'est pas bon signe. » En réalité, ces décisions vont couper le public de données et d'analyses nécessaires à l'élaboration de la quasi-totalité des prévisions météorologiques que les Américains et les Américaines reçoivent, que ce soit par le biais d'émissions télévisées ou radiophoniques et par le biais des applications sur leur téléphone portable. Ça va aussi faire perdre de l'argent, ce qu'expliquait ce météorologue de NBC News, faire perdre de l'argent aux contribuables américains. Il disait que la NOAA est l'un des meilleurs investissements de l'argent des contribuables. D'après une étude récente, le budget annuel du service météorologique national, qui s'élevait à environ 1,4 milliard de dollars, a un rendement économique supérieur à 100 milliards de dollars. C'est un aspect qu'on n'évoque pas très souvent, mais ça en raison de la grande partie de l'économie, de l'agriculture, du transport aérien, la pêche, le tourisme, les services publics et le commerce qui bénéficient de ces prévisions. Sans oublier, bien entendu, ce que relèvent nombre de scientifiques, les alertes tsunami et aussi la surveillance de l'activité solaire et la météo de l'espace qui perturbent les communications mondiales. Donc voilà, je faisais un petit peu cette petite introduction parce que ça ne serait pas si triste et inquiétant qu'on pourrait se croire un peu comme dans le film Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous avez la référence avec ce journaliste Tom Hanks qui revit la même journée. Vous savez, c'est... Comment ? Ah, pardon, Bill Murray, oui, j'ai couru. Non, Bill Murray, pardon, évidemment. Mais vous savez, ce qui se passe dans ce film, il revit la même scène qui a lieu chaque année en Pennsylvanie, début février, où on a le jour de la marmotte, et on utilise la marmotte pour prévoir l'arrivée du printemps. Je me demande si aux États-Unis, à force, c'est pas ce qui va se passer en vrai. Ça existe vraiment ? Cette cérémonie existe vraiment, mais oui, tous les 2 février. Donc ils portent la marmotte et ils voient en fonction de l'ombre si l'hiver est encore là pour les semaines à venir ou si le printemps est en train d'arriver. Bref, tout ça pour dire que ne faut pas prendre tout ça à la légère parce que le changement climatique, vous le savez, entraîne des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus volatiles, destructeurs aux États-Unis et dans le monde entier, et qu'il est important d'avoir une compréhension fiable du lien entre climat et météo pour sauver des vies et garantir que la société puisse continuer à fonctionner. Et comme l'ont dit de nombreux scientifiques et météorologues aux États-Unis ces derniers jours, des gens vont mourir des suites de ces décisions. Et c'est bien ça qu'il faut mesurer aujourd'hui, et c'est pour ça que tout ce que disent les scientifiques est très important, et qu'en tant que médias, on doit aussi s'inquiéter. Et c'est aussi pour ça qu'on doit, nous, adapter la couverture éditoriale à la fois des inondations, des canicules, des sécheresses et des autres phénomènes amenés à se multiplier dans les années à venir. Bref, je vais un peu vite, je suis désolée, je suis arrivée au train tout à l'heure, mais c'est un brûlant sujet dont on doit parler cet après-midi en compagnie de 5 merveilleuses personnes qui font de leur mieux pour que ces sujets soient mieux traités dans les médias. Tout à ma gauche, Yvan Couronne, rédacteur en chef Avenir de la planète climat donc pour l'AFP. À côté, Nina Facio, directrice des partenariats et des bourses pour le Solution Journalism Network et autrice de cet excellent livre. Si vous ne l'avez pas déjà lu, je vous le recommande chaudement. Malentendu, je te laisserai l'occasion d'en parler tout à l'heure aussi. À ma droite, Célia Gauthier, fondatrice et co-directrice d'Expertise Climat. À côté de toi, François Pitrel, Fanche pour les Bretons, journaliste environnement de BFM TV. Oh, oui, c'est ça, il faut le préciser. Et enfin, Valérie Martin, chef du service mobilisation citoyenne et médias de l'ADEME. On a exactement
1 heure et demie devant nous, avec du temps aussi pour vos questions. C'est important, j'imagine que vous en avez, et c'est important pour moi qu'on prenne le temps voilà, de vous écouter. Et pour commencer, sans mauvais jeu de mots, je voulais faire un premier tour météo et prendre la température à l'intérieur et à l'extérieur des rédactions. Et donc à l'intérieur, j'ai sous la main François Pitrelli, Yvan Couronne. Voilà, je voulais que vous nous expliquiez comment vous vivez le traitement éditorial dans vos médias. Je ne sais pas si François, tu souhaites commencer pour nous expliquer à BFM TV. Qu'est-ce qui se passe en général quand il y a une catastrophe climatique? Là, on bénéficie du travail de nos collègues qui font la météo, puisqu'ils ont une alerte généralement qui est faite par Météo France ou n'importe quelle institution de partout dans le monde. Et là, à ce moment-là, on va déjà commencer à parler, parce que c'est un événement majeur, ou en tout cas hors du commun, on va commencer à parler sur l'antenne de BFM TV de cet ouragan, ces pluies diluviennes qui risquent d'arriver dans les heures, dans les jours à venir. Et là, il y a donc une règle que, si vous êtes étudiant en journalisme, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais c'est la règle du mort-kilomètre, c'est-à-dire que plus l'événement est proche de nous, plus il y a de chances qu'on en parle, parce qu'il y a le potentiel nombre de victimes qui va être important chez nous, mais s'il y avait le même nombre de victimes à 1000, 2000, 3000, 4000 km de la France, peut-être qu'on en parlerait moins. C'est une loi très cynique dont on pourra parler peut-être si vous voulez après, mais elle est malheureusement assez effective dans notre fonctionnement médiatique. Là, si c'est un événement qu'on considère d'ampleur, il y a toute une ingénierie, donc ce qu'on appelle la production en télé, c'est-à-dire qu'on va devoir mettre en place des équipes de journalistes qui sont prêts à partir, qui ont donc du matériel, prêt à décoller, prendre l'avion, le train, tout ce qu'il faudra prendre pour arriver le plus vite sur place, et si possible avant que l'événement ne survienne, pour pouvoir le raconter à l'antenne. Et en parallèle, à l'antenne de BFM TV, donc là on va commencer à expliquer le phénomène, c'est le début du processus. On va expliquer qu'est-ce que c'est ce cyclone, pourquoi il se forme un cyclone à ce moment-là de l'année, toutes les infos, on va dire, très météo. Et puis parce que c'est aussi de l'info-service pour les personnes concernées. Quand vous habitez sur le littoral et que la tempête va arriver, vous avez envie de savoir quels sont les risques, à quelle heure ça va tomber, où sont les routes qui vont être praticables, etc. Et ça, c'est vraiment tout ce qui va se passer en amont de l'événement en lui-même, quand on arrive à l'anticiper. Et puis, à partir du moment où l'événement arrive, là, on arrive sur un deuxième cycle, et là, c'est plutôt les images qui vont arriver, les premiers témoins avec les réseaux sociaux. Alors il y a tout un travail de fact-checking des images qui nous arrivent, qu'on va diffuser, commencer à diffuser à l'antenne. On a les premières images de nos journalistes, mais bon, alors ça dépend des terrains. Par exemple, à Mayotte, lorsqu'il y a eu alors c'est un typhon, un ouragan, alors je suis pas bon, c'est un cyclone, voilà. Alors donc le cyclone est arrivé, la difficulté d'accès à l'île était particulièrement important. Il fallait passer par la Réunion ou alors avec des avions de la sécurité civile. Bon, voilà, c'est toute une ingénierie en interne pour essayer d'être présent le plus rapidement possible. On a une production qui va essayer de trouver un logement, par exemple. On pourra revenir sur les détails de cette mission qui était assez épique parce qu'elle était, on va dire, prévisible sur le territoire français et pourtant, on n'était pas là. Donc là, en plateau, à ce moment-là, on va commencer à décrypter le phénomène. Il va y avoir les premières images de dégâts, de victimes éventuelles. On va être sur un traitement qui va être pas très éloigné du traitement des faits divers en réalité, parce que ça devient un fait divers aussi, cette catastrophe naturelle, s'il y a des victimes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des responsabilités? Et puis, moi, de mon côté de journaliste spécialisé sur les questions environnement et climat, ça va être de décrypter, et là on va pouvoir commencer à toucher du doigt la question climatique en expliquant qu'est-ce qui aurait pu être fait pour s'adapter à ce genre de circonstances exceptionnelles. Est-ce qu'il y a eu de la maladaptation, c'est-à-dire des systèmes, des digues, des systèmes d'urgence qui n'ont pas fonctionné? On va être à l'antenne en train d'essayer de décrypter tout ça, et puis après, en fonction de la durée de l'événement, ça va prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va prendre une place plus ou moins importante à l'antenne en fonction du nombre de victimes aussi qui sont recensées, et de l'importance ou du côté extrêmement puissant et spectaculaire de l'événement. Voilà.
Sur Mayotte, par exemple, ou sur Valence, en Espagne, il y a quelques mois, les images étaient totalement hallucinantes. Et le travail journalistique de terrain, de l'autre côté de l'écran, en tout cas derrière la caméra, ça va être de trouver des histoires, raconter le parcours, les histoires souvent terribles des gens qui sont impactés par ces événements climatiques. Et ça, c'est vraiment une grosse part de notre métier dans ces moments-là, c'est essayer de faire vivre aux lecteurs ou aux téléspectateurs ce que ça veut dire qu'une catastrophe naturelle de cette ampleur-là. Donc voilà, c'est un peu le déroulé. Et puis après, il y a un moment où il y a soit ça n'avance plus, c'est-à-dire que voilà, l'ouragan est passé, les victimes sont recensées, et on va peu à peu malheureusement oublier cette actualité. D'autres actualités vont prendre le dessus. Et on y reviendra peut-être à l'occasion des dates anniversaires ou lorsqu'il y a des reconstructions, etc. Mais voilà, la couverture va commencer à s'étioler au fur et à mesure des heures et des jours. Et puis après, Valence, par exemple, je ne pense pas qu'on y soit retourné depuis. Merci pour ce premier décryptage de la manière dont vous faites sur une chaîne d'actualité en continu. Yvan Couronne, comment ça se passe à l'AFP ? Comment ça a évolué? Comment est-ce que vous avez modifié votre couverture éditoriale pour mieux traiter ces événements? Je crois qu'il faut comprendre que ce soit les catastrophes climatiques, les catastrophes naturelles ou la question du climat en général, il faut parler d'organisation de la rédaction. On ne peut pas avoir les mêmes rédactions, les mêmes rubriques qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Parce qu'il y a beaucoup plus de sujets climat à couvrir tous les jours. Bon, alors... Comment ça se fait? Je vais vous expliquer comment on fait nous. Et je pense qu'il y a plein d'autres rédactions aussi qui font la même chose. Et, je vais vous donner un exemple très concret. Vous ne pouvez plus avoir un service économique au 3e étage de votre rédaction et un service environnement au 1er étage. Avec chacun leur rédacteur en chef, chacun leur réunion de rédaction, chacun leur planning, chacun leur reporter, chacun leur source, avec des gens qui ne se parlent pas. Parce que si vous avez une canicule, si vous avez des inondations, ça impacte les usines du coin, les agriculteurs, le tourisme, enfin c'est des sujets éminemment économiques. Donc chez nous, on a fusionné tout ça ensemble, et ça nous permet de couvrir à la fois les catastrophes, ça veut dire qu'on couvre toute la dimension d'une catastrophe climatique, économique, mais aussi politique, sociale, environnementale bien sûr, scientifique. Et puis ça nous permet de mieux anticiper et de mieux anticiper nos couvertures, parce qu'il faut qu'on réponde à un truc assez simple, c'est que je pense qu'on a tous ressenti un peu l'usure face aux catastrophes climatiques qui lit systématiquement 100% de tous les articles qu'ils voient passer sur leur téléphone sur les catastrophes climatiques. Il y a un peu une sorte d'ennui parfois, de répétition. Donc comment on fait pour produire des contenus plus intéressants, plus nouveaux? Ça veut dire qu'il faut anticiper avec les journalistes, il faut les former, il faut beaucoup se préparer. Donc il faut que les journalistes du service politique, les correspondants de tel ou tel bureau, se disent que cette année on va avoir de la canicule sans doute, on va sans doute peut-être avoir des inondations. Dans certaines régions du monde, il va y avoir des ouragans ou des cyclones. Des feux de forêt. Ok, c'est comment on se prépare. On sait que ça va arriver. C'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les angles qu'on n'a pas traités? Quels sont les gens à qui on n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui peut intéresser les lecteurs qui ont ce sentiment de répétition? Donc ça, c'est mon angoisse quotidienne. Essayer de produire du journalisme qui sonne pas comme le jour de la marmotte, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que je peux m'arrêter là, ou sinon juste peut-être ça. Vas-y. Non, je veux bien que tu continues. Non, mais donc ça, une autre chose très concrète qu'il faut que les rédactions fassent. Donc j'ai dit, il faut se préparer. Et c'est pas que le service, pas que les reporters spécialisés climat environnement. Il faut que tout le monde se prépare et ait un plan. Donc chez nous, on a beaucoup de bureaux, on a beaucoup de monde. Ça veut dire que même les correspondants à Bruxelles, à Francfort, à Manille, il faut qu'ils soient formés un minimum sur le climat. Il faut qu'ils réfléchissent, etc. Et donc on met en place beaucoup de formations, mais là il y a encore un écueil.
C'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent, des journalistes dans une rédaction qui s'inscrivent à des formations sur le climat parce que ça les intéresse, et il y a ceux que ça n'intéresse pas. C'est une réalité dans toutes les rédacs, je pense. Enfin, sauf peut-être les rédacs spécialisés, si vous voulez, mais dans les médias généralistes, on trouve des journalistes plus ou moins motivés par l'environnement. Donc, c'est un sujet auquel je n'ai pas forcément la réponse, mais il faut trouver des moyens d'attirer ces gens-là dans les formations. Ok, tu expliquais aussi, voilà, vous vous préparez aussi plus qu'avant à aller couvrir ces événements, ce que tu nous expliquais quand on a préparé cette table ronde. Logistiquement, ça a aussi des implications très concrètes de plus en plus. Donc oui, on prépare éditorialement, à qui on va parler, qui on va interviewer, etc. Éditorialement, scientifiquement aussi, parce qu'on ne se précipite pas pour dire que telle catastrophe naturelle est la marque éclatante du changement climatique. Ce n'est pas toujours le cas, c'est une science. Et préparation logistique, tout simplement. Comment on couvre un incendie? Alors, il y a des gens, quand on habite Los Angeles, quand on est journaliste à Los Angeles, tous les ans, il y a des feux, des incendies très violents, très compliqués à couvrir, mais c'est des gens qui ont l'habitude, qui maintenant sont équipés comme des pompiers, ils ont une méthodologie, ils ont les bons protocoles de sécurité. Mais cette année, il y a eu des incendies dans des endroits qui n'avaient pas l'habitude. Donc c'est des choses très concrètes. Où est-ce que vous garez votre voiture? Comment vous vous habillez? Il ne faut pas de coton. Quel genre de masque il faut avoir en stock au bureau ou dans votre voiture au cas où il y a un incendie? Est-ce qu'on part à 1, 2 ou 3? Partez pas tout seul. Donc il faut de la préparation logistique pour juste purement la sécurité des journalistes. Et ça, il y a des rédactions dans le monde il y a plein de rédacs qui se préparent, mais globalement, il y a plein de rédacs qui ne sont pas préparés non plus. Et donc on parle des incendies, c'est un peu la chose la plus évidente, mais quel est le protocole de votre rédaction pour couvrir une manifestation quand il fait 40 degrés ou 42 degrés? Toutes sortes d'actualités par temps très très chaud. Surtout pour les JRI, combien de temps on reste à faire un direct sans faire de pause, etc. Ça, c'est la canicule, les incendies. Les inondations aussi, où est-ce qu'on se gare, combien de batteries on prend, combien d'eau on prend sur soi, quand on va t'es tout le temps alors, sur si le je peux rajouter un truc, alors, juste pour expliquer concrètement comment ça se passe dans ma rédaction, je pense que dans les grandes rédactions nationales, c'est à peu près la même chose. On a une sorte de vestiaire avec tout ce qu'il faut pour partir faire du camping. Donc on a des rations de survie, des tentes, des bottes si c'est une inondation, alors de toutes les tailles. Je vous invite à venir à la rédaction si vous en manque. On en a beaucoup trop parce qu'on en achète souvent sur place et qu'on ramène ensuite. On a pas mal d'équipements de sécurité avec des balises aussi pour repérer les journalistes quand c'est une zone qui n'est pas couverte. S'ils sont paumés dans la pampa, qu'on sache vraiment où ils sont à tel endroit, à tel moment. Donc on a tout un petit panel de matériel comme ça à emmener. Et ensuite, là où c'est compliqué d'avoir des règles très figées, c'est que je sais qu'il y a un journaliste qui appelle ça la force de projection. Vous avez des journalistes qui vont être hyper forts pour arriver hyper vite sur le moment, au bon endroit et réaliser le reportage un peu avant tout le monde. Et donc cette force de percussion-là, ça s'apprend pas en école de journalisme pour le coup. C'est vraiment faut être malin, faut être super fort socialement parce qu'il faut faire accepter à quelqu'un de monter dans sa voiture, prendre un avion où vous n'étiez pas invité avec les pompiers. Enfin voilà, ça c'est une force de percussion. Et après, les règles qu'on s'était posées, on essaie de les appliquer. Mais c'est vrai que on est dans l'urgence aussi par rapport à l'actu. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu toujours le problème. Il faut demander aux journalistes d'aller vite pour être sur le terrain rapidement. Et parfois, c'est sûr qu'ils se mettent dans des situations parfois compliquées, typiquement bord de mer, vagues submersives, c'est arrivé. Et puis, juste un truc là-dessus, les journalistes c'est moins en France, mais c'est quand même le cas, quand tu vas couvrir un événement où il y a des morts, où il y a des choses horribles, ou que tu as peur pour ta vie, parce que tu as vu l'eau monter très vite et tu n'avais pas de refuge. Donc, comment tu gères ça au retour ou pendant la mission? Et puis au retour, donc, nous, on fait des débriefings maintenant systématiquement pour toutes les situations où soit il y a eu un danger physique ou en tout cas, il y a un risque de trauma. Merci à tous les deux pour ce panorama. On comprend que ça a quand même évolué depuis une dizaine d'années.
que vous vous organisez de manière un peu différente. On pourra revenir après sur la manière dont le public accueille ces contenus et les retours que vous avez par rapport à ça. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au regard qu'on peut porter de l'extérieur sur ce traitement éditorial. Et je voulais poser la question à Valérie Martin et Célia Gauthier, parce que vous travaillez ensemble, notamment dans le cadre de l'Observatoire Médias Écologiques qui a été lancé en fin d'année dernière. Nous expliquer un petit peu, vous, ce que vous observez à travers les données. Peut-être, Valérie, veux-tu commencer par expliquer ce qu'est l'Observatoire, puis après, je continuerai avec Célia. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être que je vais commencer par donner un chiffre qui peut vous intéresser, issu du baromètre des représentations sociales du changement climatique que l'on publie depuis 25 ans. À la question, est-ce qu'on entend parler du changement climatique dans la presse? Trop, normalement, pas assez. On constate qu'on a 26% aujourd'hui des gens qui nous déclarent qu'ils en entendent trop parler. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2011 et en 2018, on n'était qu'à 16%. Alors vous allez me dire, c'est moins que les 40% qui jugent que ça va, c'est bien. Mais ça peut vouloir dire aussi, par rapport au sujet d'aujourd'hui, qu'il y a probablement aussi un effet de saturation par rapport à un traitement médiatique qui est très concentré sur ces questions-là de catastrophes naturelles et de catastrophes climatiques. Donc ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, il est issu du baromètre La Croix, Verian, La Poste. Il faut que je me souvienne de tout, dans l'ordre dont j'ai pris mes notes, qui est sorti en janvier 2025. Et là aussi, je trouve qu'il y a des chiffres qui sont quand même très intéressants. Parce que ce qu'ils nous disent, en gros, sur le traitement accordé dans les médias sur la question de l'environnement, on a à peu près les mêmes chiffres, selon que ce soit leur sondage ou selon que ce soit notre baromètre qui existe depuis 25 ans. Mais ensuite, ce qu'ils nous disent, c'est en matière d'opinion sur la façon dont l'information est traitée, ils reviennent dessus en disant on n'en parle pas vraiment assez, à 55%, ou alors à 43%, on dramatise les effets, intéressant, et à 69%, on ne traite pas assez des solutions économiques ou des raisons d'espérer. Je trouve que ce sont des données qui sont aussi importantes pour repositionner le sujet dans lequel on est. Et c'est aussi pour ça que, alors, il y a eu un consortium composé de Quota Climat, Expertise Climat, plus de climat dans les médias, Data for Good, Eleven Strategy, et il m'en manque un, et un autre. Médiatrie avec l'ADEME et puis l'ARCOM, où on a collectivement décidé de travailler sur un outil ouvert. Cet outil ouvert, en fait, c'est parce que le consortium, hors ADEME et ARCOM, avait décidé de travailler en mode collaboratif pour pouvoir justement répondre à un appel à projet de commun sur sobriété et transition écologique que l'ADEME avait lancé. Et les communs, c'est extrêmement intéressant, extrêmement fort, parce que ça permet de disposer d'outils qui permettent de mieux de proposer des façons aussi d'accélérer la façon dont on traite et dont on s'occupe du changement, on va dire de la transition écologique. Et dans le cas qui nous occupe, ça va permettre notamment de fournir un outil avec des données qui sont fiables, qui sont sourcées et surtout qui sont en permanence, en continu, en live. Et ça, c'était quelque chose pour nous d'extrêmement important parce que, d'une part, parce qu'à l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une agence d'État. Et ça fait très longtemps que dans le cadre des travaux qui nous occupent sur la façon dont on peut accélérer la mobilisation autour du changement de la transition écologique, il est clair que les médias ont un rôle particulier à jouer et donc on s'y intéresse énormément. Et donc pour nous, si on a souhaité être partenaire de premier rang de ce consortium et de cet outil de l'Observatoire des médias sur l'écologie, c'est vraiment dans l'optique d'abord d'apporter de la connaissance objectivée aux médias, mais aussi aux citoyens, sur c'est quoi la réalité du traitement médiatique de l'écologie. C'est d'apporter aussi pour les médias
une capacité à s'interroger sur la façon dont ils couvrent ces sujets-là. C'est clair, on va avoir des gens très engagés. Je pense que Yvan et François ont bien expliqué comment ils travaillaient au quotidien sur ces questions-là. À côté de ça, on constate aussi qu'il y a certaines rédactions qui, sur ces thématiques, sont, on va dire, assez légères et ne sont pas assez formées. Donc, comment fait-on pour travailler là-dessus? C'est d'aider aussi à surveiller la qualité et l'objectivité des sujets qui sont traités. Parce que ce n'est pas le tout de se dire qu'on a un traitement quantitatif qui serait suffisant. Si en termes de qualité, il n'est pas bon, ça pose beaucoup de questions. Alors cet observatoire, il a un intérêt, c'est qu'aujourd'hui, c'était la première partie de cet observatoire qui est sorti en novembre. Ce sont les chaînes de télévision et les radios généralistes et du service public dans leur partie émission d'information, où on a regardé, je vais passer la parole, on a fait un numéro de duettiste à Célia, et où on a regardé quelle était cette réalité. Je ne spoilie pas, vous n'allez pas être déçus des résultats. Et le dernier point, c'est, je pense que c'était très intéressant ce que vous avez dit, Yvan et François, c'est le fait que ça doit aussi amener les médias à se poser la question d'une vision dite systémique et non pas d'une vision en silo réservée aux seuls journalistes, entre guillemets, planète. Donc là aussi, pour se rendre bien compte de ce que cela veut dire quand on s'occupe de ces sujets-là. Et ce qu'on appelle aussi vision transversale. Célia, toi, explique-nous un peu les résultats de cet observatoire. Et, je ne peux pas vous l'afficher, on aurait pu mettre sur Internet, mais vous pouvez aller sur le site web. Toutes les données sont open source et vous pouvez regarder l'évolution quasi jour le jour. Vas-y. Absolument. Merci Anne-Sophie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Peut-être 30 secondes pour vous dire d'où je parle. Donc, moi, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Expertise Climat, qui est une asso loi 1901, qui crée des ponts, des collaborations entre les scientifiques de la transition écologique et les journalistes dans toutes les rédactions. On forme les scientifiques à parler aux médias et on travaille avec les journalistes pour les accompagner au quotidien dans leur traitement de ces sujets-là. Et donc l'Observatoire des médias sur l'écologie dont parlait Valérie, c'est un outil partagé donc, par plusieurs associations qui nous permet d'objectiver la manière dont les médias parlent de ces questions-là pour l'instant à la télé et à la radio, bientôt dans la presse écrite et pour l'instant on est sur globalement les grands chiffres en volume de traitement de ces questions-là. Comme on parle de télé et de radio, c'est le temps d'antenne qui est dédié aux questions écologiques. On va élargir à la presse écrite et on va aussi effectivement élargir à la désinformation. Il y aura un volet désinformation dans cet outil qui permettra de déceler les moments où les médias ont désinformé sur les questions écologiques à partir donc, des données scientifiques. On utilise les données scientifiques et on regarde si finalement les propos sont correspondants. Donc les chiffres, puisque Valérie vous a fait l'intro, c'est que sans vous parler de moyenne globale, parce qu'on a une moyenne pour 2024 et maintenant on est quand même bien avancé dans 2025, depuis le pic de couverture médiatique à l'été 2023, été pic, vous comprenez où je veux en venir, c'est quand il y a une canicule qu'on parle le plus de changement climatique dans les médias ou d'environnement au sens large. Mais depuis ce pic à 7% du temps d'antenne, d'information, à la télé et à la radio, on est passé à 2% aujourd'hui. Donc on a plutôt un ralentissement de la couverture qui est en partie lié au contexte politique et géopolitique international. Mais en fait, pas tellement, on va pouvoir y revenir puisqu'il y a plein de... Comment ? Oui, on est peut-être revenu à la situation d'avant. On mesure que depuis avril 2023. Mais en fait, on pourrait trouver plein d'angles sur les questions environnementales par rapport à l'actualité géopolitique et politique d'aujourd'hui. Et sans doute que la dissolution et la manière dont les partis politiques ont progressivement abandonné la question écologique joue dans le fait que les médias en parlent un petit peu moins, sauf potentiellement pour relayer les critiques d'un certain nombre de syndicats agricoles qui ont fait pas mal de mal au débat public sur l'écologie. Agricole de la FNSEA, pour ne pas les nommer, du coup, ça fait partie de votre comptage ? Si la FNSEA dit les mots climat, écologie, normes écologiques, oui, on va le comptabiliser. Donc on comptabilise même quand on en parle mal, enfin, quand on parle pour critiquer. Mais bientôt, on rentrera un petit peu plus dans le détail. Juste pour vous dire aussi que la biodiversité
est 2 à 3 fois moins couverte que le climat. Donc on parle beaucoup de climat parce qu'on a les catastrophes climatiques. Mais la biodiversité, qui est une catastrophe lente et invisible, qui se déroule sous nos yeux mais qu'on ne voit pas vraiment, eh bien on en parle beaucoup moins, elle ne fait pas l'actu. La radio en parle un petit peu plus que la télé, et les médias publics en parlent plus que les médias privés. Les chaînes généralistes et radios généralistes en parlent plus que les chaînes et radios d'infos en continu. En gros, il y a du progrès, mais on n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines. Peut-être pour revenir sur un chiffre que mentionnait Valérie, qui quand même doit nous interpeller, si une majorité, enfin en tout cas une majorité de Français, en fait on a effectivement des chiffres qui nous montrent que 7 Français sur 10 veulent plus un traitement médiatique de ces questions-là qui soit plus axé sur les solutions, sur les moyens d'agir, plus rigoureux. On a aussi un chiffre donc, qui nous dit que près d'un tiers des Français pensent qu'il y en a trop. On a un chiffre aussi qui a été publié par Parlons Climat qui nous dit que 3 Français sur 4 estiment en savoir assez sur ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour agir pour le climat. Donc globalement, on a quand même un faisceau d'indices qui doit nous mettre la puce à l'oreille sur la qualité du traitement, juste pour pas que vous vous disiez juste une question de pourcentage ou de temps d'antenne, mais il va falloir faire peut-être progressivement différemment. Moi, je ne pense pas qu'il faille remplacer un traitement qui serait typiquement sur les catastrophes climatiques. On a besoin d'informer les gens et de continuer à le faire. Mais il va falloir rajouter des éléments plus qualitatifs au traitement et on pourra y revenir. Demi-seconde. Non, parce que des fois, il y a cette question aussi du fait que qui déclare qu'on en parle trop ? C'est les personnes en général les plus âgées. Non, mais dans le baromètre ADEME, donc 65 et plus. Qui déclare qu'on n'en parle pas assez ? Ce sont les plus jeunes. Non, mais c'est important. Néanmoins, dans les résultats du baromètre du changement climatique, des représentations sociales du changement climatique, on a une différence très nette entre les 15-17, vraiment très fortement, qui croient très fortement, et puis on a quand même une byzantinerie, si je puis dire ainsi, des 18-34, donc les 18-24 puis les 25-34, qu'on ne s'explique pas, parce que par rapport à la question du climato-scepticisme, c'est beaucoup plus chaotique ce qu'ils pensent. Et donc, vous voyez, on a vraiment des différences marquées entre âges. Donc, il ne faut pas nécessairement sauter sur l'intégralité des conclusions. Je promets, je rajoute que ça. Merci Valérie, merci Célia. On y reviendra après sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce traitement éditorial. Nina, voilà. Alors j'aimerais maintenant toi que tu prennes ta double casquette, donc de formatrice, représentante du Solution Journalism Network et d'autrice avec Malentendu, pour nous offrir un peu ton regard, fruit aussi de ton expérience, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que tu accompagnes de nombreuses rédactions en France comme dans le reste de l'Europe. Et je pense que tu as aussi une jolie proposition à nous faire. Merci Anne-Sophie. Et j'ai un peu hésité à le faire, mais puisqu'on parle en gros de savoir si c'est une question de quantité d'informations sur les catastrophes climatiques ou de qualité de l'information sur les catastrophes climatiques, je voudrais vous lire un très court passage de mon livre qui aborde justement les travers médiatiques à l'œuvre dans la couverture de la crise climatique. La crise climatique est l'exemple parfait du sujet qui subit tous les travers médiatiques. Information quasiment uniquement anxiogène, et puis on passe à autre chose. Polarisation et division montées en épingle. Déconnexion entre le traitement du sujet et le quotidien des Français. Confusion à tous les étages entre experts et éditorialistes. Langage compliqué et inaccessible. Austérité des formats et ton moralisateur. Simplification à outrance de ce qui se joue vraiment, météo égale climat, désintérêt quasiment systématique pour l'opinion du public, et notamment ceux qui sont le plus impactés. Je pense que la question du traitement éditorial des catastrophes climatiques doit poser la question de l'utilité du travail journalistique, puisque de toute façon, de nos jours, l'information sur les catastrophes, au même titre que les autres informations, circule naturellement, sans l'aide des journalistes. Donc plutôt que de se poser la question de l'utilité du journalisme avec la question comment je vais faire de l'audience, on pourrait se demander comment je vais offrir une information utile à la société.
Et dans la temporalité des crises climatiques, ou des catastrophes climatiques, on voit qu'à J-1 ou au jour J, on est vraiment presque dans un rôle d'aidant. C'est-à-dire qu'on va donner l'information aux gens pour assurer leur propre survie. Je trouve ça très intéressant de positionner le rôle du journaliste dans les catastrophes en tant que vraiment presque comme un métier du soin où on va assurer la survie des gens. Ensuite vient la catastrophe. Donc là, on couvre la catastrophe, les faits, comme l'a très bien expliqué François tout à l'heure. À J+1, on va parler de la catastrophe et de ses conséquences en interviewant notamment les sinistrés, en faisant un état des lieux du nombre de victimes et des dommages. Souvent, à J+2, J+3, on va se poser la question qui est à blâmer ? Qu'est-ce qui a dysfonctionné ? On peut se souvenir notamment des inondations à Valence, où le dysfonctionnement, c'était les systèmes d'alerte aux populations. On va aussi parler de la colère des sinistrés, de tous ceux qui se sentent laissés pour compte dans cette catastrophe. Et puis à J+3, les audiences baissent, et petit à petit, mais très rapidement, ça ne devient plus un sujet. Là où je pense qu'il y a une valeur ajoutée, notamment, et pas que, mais il y a une valeur ajoutée du journalisme de rester après J+3, et à J+4, J+5, voire plus, de parler de la façon dont les humains répondent à la catastrophe. Le journalisme de solution, c'est ça, en fait, c'est de documenter, comprendre ce qui fonctionne dans les réponses apportées aux problèmes. Se demander qui fait mieux. Dans le cas des catastrophes, c'est l'exemple typique des gens ordinaires qui se mettent à faire des choses absolument extraordinaires. Donc pour moi, l'audience ne devrait pas être un seul critère, et je rejoins vraiment l'analyse d'Yvan tout à l'heure par rapport à l'aspect systémique et ce que tu disais, Valérie. Je pense qu'on a une opportunité extraordinaire de comprendre que la valeur ajoutée du journalisme avec les crises climatiques, c'est justement une analyse systémique des choses et transversale. Si on fait le parallèle avec les faits divers, on ne peut plus traiter les catastrophes naturelles climatiques de manière isolée, comme on ne peut plus parler de crime-passion quand on parle du meurtre d'une femme par son mari, par exemple. Maintenant, on parle de féminicide. Donc c'est comment on va aller du fait divers au fait politique, comment on va s'approprier le fait qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, que les humains essaient d'y répondre et qu'on a des leçons à apprendre dans ce processus. Un exemple que je donne souvent, mais qui est très parlant, c'est le cas d'une journaliste espagnole que j'ai accompagnée ces dernières années et qui, au moment des inondations en Espagne, donc à J+3, elle s'est demandé, mais il y a eu d'autres inondations avant en Europe. Finalement, on raconte toujours la même histoire. Il suffit cyniquement de changer le lieu de la catastrophe, le nombre de morts et la date. Et on peut aussi toujours raconter la même histoire. Donc elle s'est demandé comment elle pouvait raconter une histoire un peu différente après ces inondations à Valence. Et elle est allée notamment en Autriche, où il y a eu des inondations aussi très meurtrières en 2002 et 2013. Et elle s'est demandé ce que l'Autriche avait mis en place depuis pour parer aux problèmes, aux défaillances des systèmes d'alerte aux populations. Donc voilà, c'est cette démarche que je voudrais aussi saluer. Ce n'est pas juste parler des solutions pour donner à l'audience ce qu'on a l'impression qu'ils veulent, c'est-à-dire quand l'information est terriblement anxiogène, on se désengage parce qu'en fait, on a l'impression qu'on ne peut rien faire pour y remédier. Donc, juste donner une information qui va être un peu inspirante, un peu sympa, un peu positive, ça ne répond pas à ce que nous dit l'audience depuis des années à travers d'énormes études, c'est qu'est-ce que moi je peux faire ? Qu'est-ce qu'en tant que société on peut faire pour qu'il y ait moins de morts, pour qu'on sache s'adapter, pour qu'on sache relever le défi. Voilà, donc c'est ce que je voudrais témoigner avec mon travail en tout cas.
Merci Nina. Alors il y a deux choses qui ressortent là de ce premier tour de table. On a parlé de l'audience, on l'a évoqué à plusieurs reprises. J'aimerais qu'on y revienne, mais avant ça, c'est aussi voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, quel type de réponse on met en avant. Et voilà. Alors il y a déjà des sites qui permettent de trouver des éléments de réponse. En tout cas aux États-Unis, je crois qu'il y a le Drawdown Project qui existe depuis longtemps. Il y a le Solution Journalism Network, vous avez aussi un Solution Story Tracker où on voit des histoires faites par des journalistes de par le monde en mode réponse, antidote. Mais je crois que vous travaillez sur un outil également, Expertise Climat. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, Célia ? Oui, alors rapidement, deux choses. Déjà, quand on est journaliste et qu'on raconte une catastrophe climatique, on n'est pas obligé de parler que de l'aléa climatique, c'est-à-dire l'événement météo extrême qui est en train de frapper la population, la société à cet endroit-là. Il y a plein d'autres choses qu'on peut raconter, parce que ce qui fait une catastrophe climatique, ce n'est pas uniquement l'aléa, voire pas du tout, parfois, c'est pas du tout le changement climatique. On pourra revenir sur la question de la science, de l'attribution des événements extrêmes si vous le souhaitez. Mais c'est aussi la vulnérabilité des populations et l'exposition à l'aléa. Donc ça déjà, ça veut dire que par exemple, quand on est journaliste, on peut aller chercher des sociologues, des économistes, des psychologues, des géographes, des hydrologues. Enfin, on peut aller voir d'autres gens que seulement quand on veut les interviewer, des experts en climat. Et aller renseigner sur les vulnérabilités au sein de la population et effectivement se poser des questions politiques et sociales sur l'événement qui est en train de frapper la population à cet endroit-là. Ça peut être bien pour J+3, par exemple, une fois qu'on a tendu le micro et fait le micro-trottoir, etc., qu'est-ce qu'on peut aller raconter de comment qui viennent éclairer. On le fait quand même, hein. Oui, non, mais je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais tout le monde ne le fait pas. Nous, en tout cas, en tant qu'expertise climat, on nous appelle beaucoup dès qu'il y a un événement extrême pour dire « Est-ce que je pourrais avoir un climatologue ?» Non, mais là, c'est un géographe qu'il vous faut, ou c'est un hydrologue, ou c'est un sociologue. Sur Mayotte, par exemple, il y a des journalistes qui ont commencé à dire que c'était un événement lié au changement climatique. Ça ne l'était pas. Et Mayotte est un territoire extrêmement vulnérable. Et il y a eu beaucoup d'angles sur la pauvreté du territoire, mais c'était surtout ça qu'il fallait raconter. Oui, aussi, lié à la précarité des bâtiments et du bâti et du logement, effectivement. Après, sur ta question, Anne-Sophie, nous, on pense que pour un journaliste généraliste, pris dans le feu de l'actu, c'est compliqué de pouvoir aller trouver les bonnes infos sur des actions pas uniquement inspirantes parce qu'elle raconte des histoires positives, hein, je suis d'accord avec Nina, mais plutôt montrer comment on pourrait s'organiser pour agir. Ceux qui l'ont fait, ceux qui ont trouvé des solutions pour répondre à ces enjeux, comment est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils se sont organisés? Comment ils ont concerté? S'il y avait des obstacles, comment ils les ont levés, etc., etc. C'est pas toujours facile, selon les rédactions, surtout dans les rédactions où il y a de moins en moins de moyens de trouver ces infos, de trouver les bonnes sources, etc. Et donc nous, on est en train de monter une plateforme pour les journalistes où il y aurait en fait un recueil de toutes ces initiatives, donc collectives, publiques, portées par des collectifs d'acteurs, pas du greenwashing d'entreprise ou des solutions d'entreprise, mais des actions collectives d'organisation avec une charte édito très facile et très accessible pour les journalistes, qu'on puisse consulter en 2 secondes, qui vous donne les principales infos pour aller en reportage. Pour l'instant, c'est encore à l'état d'ébauche. On cherche des partenaires pour concrétiser ce projet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler. Plus on aura de partenaires et plus le projet sera étoffé, comme dirait ma collègue qui s'occupe de ça. Alors, pour rebondir, François, peut-être, est-ce que, à la fois, pour faire venir des experts, est-ce que c'est facile, notamment quand on est BFM, est-ce que tout le monde accepte de venir en plateau? Et après, sur une chaîne privée comme la vôtre, quid des audiences? À quel point ça guide aussi la couverture de ces enjeux? Alors, première question sur les experts. Sur un événement type Mayotte, puisqu'on vient d'en parler, en effet, assez rapidement, on a mobilisé pas mal de spécialistes, je te dis, de l'architecture, des gens qui sont capables soit de faire de l'architecture d'urgence, soit d'écrire qu'est-ce que pourrait être un modèle plus résilient dans ce genre de territoire. On l'a fait vraiment de façon assez importante et même très rapidement parce qu'on savait que le territoire était très vulnérable. Et on peut décliner l'exemple de Mayotte sur pas mal d'autres catastrophes climatiques. Typiquement, là, en Bretagne, il y a quelques semaines, on a beaucoup parlé de la résilience
résilience des territoires par rapport aux inondations, comment faire pour limiter les impacts, etc. Après, c'est vrai qu'on a un écueil par rapport aux scientifiques qui viennent sur les plateaux, c'est-à-dire qu'il est difficile pour eux souvent de se plier au format que nous, on leur impose. On leur demande d'être présents pour faire juste une interview qu'on va ensuite découper pour mettre à l'intérieur d'un reportage. Donc il n'aura que 15-20 secondes de diffuser, alors qu'ils ont l'habitude de parler pendant 1 heure ou 2 heures à des étudiants ou à des conférenciers. Et d'autre part, si on les invite en plateau en direct, ils n'ont que 5 à 10 minutes maximum en 2 ou 3 interventions découpées pour exprimer un point de vue. Et ça, ce format-là, les scientifiques n'aiment pas ça, parce qu'en plus ils sont confrontés, contrairement à des salles avec des étudiants, à une contradiction parfois, avec des gens qui leur disent mais pourquoi vous ne dites pas ci, ne dites pas ça. Bref, il y a un débat qui peut s'instaurer, donc ça les crispe un peu, et puis voilà, c'est souvent une négociation assez difficile pour les faire venir, surtout les gens les plus compétents en la matière. Du coup, c'est vrai qu'on va quand même traiter, on va pas se dire on n'a pas eu un scientifique pour nous parler de ça à 18h, sauf qu'on va quand même traiter le sujet, donc on va peut-être aller chercher quelqu'un qui est moins compétent ou qui se considère lui compétent en tout cas suffisamment pour venir en plateau. Et là on se retrouve avec parfois des expertises qui peuvent être contestables, on va dire, avec des gens qui n'ont pas forcément une légitimité, mais qui ont accepté le jeu, parce qu'on ne va pas changer nos formats. C'est-à-dire que on ne va pas rajouter 3 pages pour faire une interview intégrale d'une scientifique du GIEC, parce qu'elle considère que sinon elle n'a pas le temps de développer sa pensée. La page, elle fait la taille d'une page et ça ne sera pas plus, quoi. Et pareil pour un format télé, on ne va pas faire 1 heure d'antenne parce que cette personnalité veut avoir plus de temps pour se développer. Nous, nos formats, on ne va pas les adapter. Même si encore en chaîne info, on a un peu plus de largesse sur ça que dans d'autres médias. Donc c'est un vrai écueil pour moi au quotidien, c'est-à-dire que j'appelle souvent Célia en disant t'as pas quelqu'un qui peut me parler des dauphins là maintenant, et là forcément en plus il y a une question de timing, c'est-à-dire que moi j'en ai besoin pour maintenant, pour le sujet de cet après-midi ou de demain matin, et donc ça, se plier à ces aléas nous qui ne sont pas climatiques mais journalistiques de notre fonctionnement de réaction, qui est dans l'immédiateté, qui est dans le quotidien, donc forcément oui, il y a plein de travers, mais ça fait que on se prive aussi d'une partie de son auditoire quand on est scientifique, parce que oui, ça vaut le coup de parler pendant 2 heures à des étudiants devant un amphi rempli, c'est super, et vous leur donnez plein de choses, mais ça peut valoir le coup de parler juste 20 secondes à 5 millions de personnes le soir à 20h à TF1. Même si c'est pour dire un truc plus ramassé, c'est notre point de vue en tout cas, donc on essaye de faire valoir. Voilà. Juste rebondir là-dessus, c'est Esther Duflo dans un autre domaine dans l'économie qui dit le problème des chercheurs, des vrais chercheurs en économie, c'est qu'ils bossent. Et donc, ceux qu'on retrouve à la télé ou dans les médias, c'est peut-être ceux qui sont moins à jour de la recherche, mais en fait la recherche économique, depuis 20-30 ans, elle a complètement changé. Ce qu'on sait sur l'effet du salaire minimum, des impôts, on a appris plein de choses depuis 20 ans, 30 ans. Donc le consensus économique, il s'est déplacé. Et donc Esther Duflo, ça fait partie des économistes qui disent non, il faut qu'on réinvestisse les médias, y compris ceux qui sont à un haut niveau et qui sont à fond dans la recherche actuelle et qui ont les choses les plus actuelles à dire. Et peut-être pour compléter, juste le point, c'est que de ce fait-là, on a une surreprésentation des éditorialistes. Et entre opinion et fait, on tombe rapidement dans l'écueil. Et c'est ça peut-être aussi la difficulté à laquelle vous êtes confrontés. Parce que je pense que du coup, vous êtes obligé quand même de remplir votre plateau parce que vous avez l'antenne, etc. Et c'est vrai que cette question de la qualité des intervenants fait que de nombreuses rédactions essayent de faire c'est moche ce que je vais dire comme terme, mais du sourcing d'experts le plus en amont possible. Ajouter à cela une petite question de genre, parce que on ne peut pas avoir que des hommes cravatés plus de 70 ans sur le plateau, et parce que sans ça pose quand même un petit problème de représentation de la population. Et donc vous avez ça, et je pense que c'est une vraie difficulté pour vous, parce que de ce fait-là, je trouve que ça ne donne pas nécessairement la parole à des gens qui représentent aussi l'état de la connaissance. On parle bien de connaissance au moment précis où vous allez prendre la parole sur le sujet. Et c'est vrai que c'est peut-être ça un des enjeux majeurs auxquels on est collectivement confrontés, parce que comme m'a dit François la dernière fois qu'on s'est parlé, de toute façon à l'ADEME vous répondez jamais, dans les temps.
et il a ajouté dans les temps par gentillesse, mais c'est ce que vient de dire Yvan. On a ce problème-là, c'est qu'avoir en presse-bouton, c'est complexe pour nous. Et après, l'hyper-expert avec la crainte de se tromper, alors que d'autres, qui sont peut-être moins experts ou plus éditorialistes, ça ne les dérange pas, ou ça dérange moins, si ce qu'ils disent n'est pas exact. Il y a une question d'engagement de l'institution aussi quand on prend la parole là-dessus. Et c'est peut-être un débat aussi qu'il faut avoir. Pardon, François. Non, mais tu n'as pas à t'excuser. J'ai juste une petite précision. En plus, les quelques experts qui sont souvent compétents en la matière, ils ne vont pas être appelés juste par l'AFP et par BFM TV. Ils vont être appelés par tout le monde. Ils vont avoir 60 sollicitations, donc il va falloir qu'ils choisissent, qu'ils fassent le tri. Et peut-être que la Dépêche du Midi, il ne va pas le faire, quoi. Ou je ne sais pas quelle radio locale qui va les avoir sollicités aussi. Et ça, je comprends de leur point de vue ce côté sursollicitation. On l'a vécu pendant le Covid, par exemple. Il y avait toujours 5 médecins, c'était toujours les mêmes, qui en effet n'étaient pas... qui étaient chefs de service, mais du coup qui n'étaient pas opérationnels, qui étaient vraiment dans la gestion management, etc. Donc eux, ils pouvaient venir... parce que le management, ça permet de se détacher. Et c'est vrai que ça faisait qu'on avait l'impression que c'était toujours les 5 mêmes qui étaient en plateau. Alors, je crois qu'Yvan voulait rebondir et après je vais laisser la parole à Nina. Est-ce qu'il y a des étudiants en journalisme ici? Oui. Je pense que c'est un truc aussi, tout bêtement, qu'on n'apprend pas vraiment en école, c'est comment on fait une demande d'interview. Littéralement, en fait, au bout de plusieurs années, on s'aperçoit que il faut faire le mail le plus court possible pour les gens les plus occupés. Enfin, je pense que c'est comment on entretient une source scientifique ou autre, comment on garde le contact, comment on cultive ça et comment on demande des interviews. Et il devrait y avoir un cours sur ça dans les écoles, donc demandez-le à votre direction. Sinon, vous nous appelez nous. Alors nous, parce que nous, on a plus de 200 scientifiques et on peut créer des relais quand il y en a un qui n'est pas dispo. Il y en a 10 autres derrière qui peuvent le faire. Dans mes cours, je donne vos numéros. En tout cas, voilà. Nina, tu n'étais pas d'accord sur cette question des formats. Toi, tu penses qu'au contraire, on doit oser changer les formats? Oui, je vais un petit peu mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais je pense que pour revenir à cette idée de valeur ajoutée du journalisme, surtout à un moment où avec les outils tels que les réseaux sociaux aujourd'hui, les scientifiques peuvent déjà s'exprimer en 20 secondes, parce que c'est limité sur Twitter par exemple. Ils peuvent déjà diffuser un propos très concis et percutant. Donc effectivement, je comprends les scientifiques qui vont être franchement frustrés puisqu'ils sont là pour honorer la complexité des sujets, et nous aussi, je pense, de ne pas avoir l'opportunité d'aller plus loin que ce qu'ils ont déjà dit sur Twitter. Alors, sur les formats, moi, j'ai repéré des petites choses dont je vais vous parler. Je crois que c'est Nice Matin, si je ne me trompe pas, mais quand il y a eu les problèmes dans la vallée de la Roya, ils avaient transformé leur rédaction en centre d'aide pour la population. C'est une idée parmi d'autres, mais en tout cas, le média s'est mis au service du public. J'ai appris récemment, via le Guardian aussi, que, par exemple, le quotidien San Francisco Chronicle est allé plus loin. Maintenant, ils ont un canal d'information par SMS aussi, pour les personnes qui le souhaitent, pour être informés et discuter avec des météorologues ou des spécialistes. Dans les autres choses que j'ai pu repérer, et les questions plutôt que je me posais, on parle souvent de catastrophes naturelles. Vous voyez, on s'est repris là pendant qu'on en parlait autour de la table, mais certains scientifiques disent qu'on ne devrait plus parler de catastrophes naturelles, questionner la naturalité de ce type d'événement, alors que c'est directement lié, en majorité, pas tout le temps, ça dépend de l'attribution, mais à des bouleversements climatiques. C'est important aussi de questionner la sémantique et la manière dont, à la source, on informe sur ces questions. Et après, j'ai vu aussi quand Quota Climat s'est lancé, avait fait un événement à l'Assemblée nationale, Valérie Masson-Delmotte parlait avec Nabil Ouakim du Monde et disait, mais en fait, pourquoi quand il y a des catastrophes de ce type-là, on ne fait pas une galerie de portraits des victimes de ces catastrophes et de ces événements climatiques? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des hommages comme on le ferait dans d'autres circonstances? Il y a peut-être une créativité éditoriale aussi à aller chercher, et peut-être c'est des choses à creuser. Mais ça me fait reboucler avec cette histoire de l'audience, parce que je crois que sur BFM, une fois vous avez tenté, il y a 2-3 ans, avant une COP, c'était la COP 26, si je ne me trompe pas, ou 27, je ne sais plus laquelle c'est. 2022, alors c'était... oui, non, c'était la COP 16, non. Je ne sais plus, bref, avant une COP, je ne sais plus laquelle c'était, bref, on a perdu le fil. Oui, c'était en 15, oui, non, mais c'était 26, du coup, bon, bref, je ne sais plus laquelle. Avant une COP, vous avez fait...
Ce format avec Bruce Toussaint, c'était la France d'ici 2050 sous forme de 2 scénarios. Voilà, donc avec BFM TV, le service, on a tout un service qui fait des longs formats, des documentaires, etc. Et est venue l'idée il y a eu le film Don't Look Up, qui avait fait un carton sur Netflix, etc. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une allégorie, une comète qui va tomber sur la Terre, des scientifiques qui alertent et tout le monde s'en fout un peu, quoi. Et donc, à cette occasion-là, on nous dit ça serait bien de réfléchir à faire un truc autour du changement climatique, un long format, un truc événement et tout ça. D'où nous vient l'idée de dire ok, on va faire un faux journal qui se déroule en 2050 et on va prévenir un petit peu les gens avec un petit bandeau avec marqué ceci est une fiction. Mais on a pris l'antenne à 21h au mois de novembre en disant nous sommes, je ne sais plus la date, mais le 4 novembre 2050, les chiffres de l'ONU viennent de tomber, nous avons atteint la neutralité carbone, édition spéciale, on va parler pendant 1 heure de comment on y est arrivé. Et donc, cette fausse émission de BFM TV, assez ambitieuse en termes de budget, parce que c'était une fiction, donc il a fallu tout écrire, on a fait tout réviser par des scientifiques, chaque mot chaque virgule avait été validée, on a fait des deepfakes, on a fait vieillir Bruce Toussaint qui a eu du mal à enlever son maquillage pendant 2 jours, mais bon bref, il vous en parlera mieux que moi, je crois qu'il vient ici pour remettre un prix. On s'est beaucoup amusé à le faire, on était très contents du résultat, ça a été la pire audience de long format de l'année. Journalisme de solution, tout ce qu'on se dit là, ça n'a pas marché. Alors peut-être que c'était un jour sans qui faisait que on avait fait de la promo, on en avait parlé un peu avant pour donner un côté événementiel au truc. Malheureusement, le journalisme de solution ne trouve pas son audience. Or, moi, je travaille pour un média qui a besoin d'avoir de l'audience pour faire venir de la publicité et payer ses journalistes. Et ça, c'est un choix qu'ils ont fait ce jour-là sur... Marc-Olivier Fogiel, qui était directeur de la rédaction, savait, lui, il l'avait dit, je sais que je le fais, mais que ça ne fera pas d'audience. C'était un vrai choix, il l'a assumé, etc. Mais c'est vrai que, du coup, ça n'a pas forcément incité et nos confrères d'autres médias et nous-mêmes à rééditer. Une réaction, Yvan, je crois, là-dessus. Ouais, est-ce que c'est le journalisme de solution ou ce format particulier ? Ça arrive de se rater, je veux dire. Je suis d'accord, mais après on a eu beaucoup de retours positifs quand même. Ça nous arrive. Les gens qui l'ont vu ont trouvé ça bien. Parce que on a eu. Non, parce que en fait, vous voulez parler d'une couverture anxiogène, court-termiste, tout ça. Moi, très intéressant l'extrait de ton livre. Mais je croyais que tu parlais de la rubrique politique en fait, parce que j'ai jamais vu, je connais pas une autre rubrique dans le secteur des médias que le climat, qui réfléchit autant, qui a autant changé depuis quelques années, et qui se fouette en permanence aussi en disant on fait pas assez. Moi, je pense que la couverture climat aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans n'a rien à voir. En France, c'est un des pays, je pense, où ça s'est le plus amélioré. Je pense qu'il y a plus de... Les médias généralistes en parlent plus, font beaucoup plus de choses, jusqu'aux 20h de TF1. Il y a des médias nouveaux spécialisés sur le sujet. Enfin, je veux dire, il y a une rédac chef climat maintenant à France Télé. Les choses changent. Et donc, elles ont changé, mais tu vois, ça baisse quand même depuis 6 mois. Oui, mais je veux dire, par rapport à aller en Italie, regardez l'état de la couverture climatique en Italie. Je veux dire, il y a plein de progrès encore à faire, mais il ne faut pas non plus dire que ce qu'on est en train d'inventer, ça va, voilà, il y a des trucs qui vont rater, mais je pense que globalement, les gens sont mieux informés qu'ils ne l'ont jamais été sur le climat aujourd'hui. Qui consomment les médias traditionnels ou pas, il y a plus d'informations qui circulent. Est-ce que tout le monde a entendu ce qui s'est passé sur la banquise la semaine dernière, par exemple ? Levez la main si vous avez lu une info sur la banquise. Ouais, un peu quand même. Ouais, bof. Bon, on a des progrès à faire, mais je veux dire... bon, voilà, je m'arrête. Nina, j'avais une dernière petite question, voir si toi, à l'étranger, tu avais vu des évolutions significatives, ou si oui, sur quel registre. Mais sinon, je vous propose aussi, vous, de prendre la parole et de nous poser vos questions. Surtout, on a du temps et j'en ai gardé exprès pour que vous puissiez poser vos propres questions. Vraiment très rapidement, parce que c'est vrai que moi j'accompagne des rédactions en Europe, et puis mes collègues qui sont basés aux États-Unis, et on a aussi des collègues en Afrique, en Asie.
Donc ça me donne une idée un peu globale de est-ce qu'on est les seuls en France à se bouger ou non. Non, il y a plus d'argent pour des projets qui sont liés au climat, que ce soit dans le journalisme ou en dehors. Mais surtout, il y a une vraie prise de conscience que c'est un sujet transversal, qu'il faut acquérir des connaissances scientifiques, qu'on doit améliorer la qualité et que l'audience demande plus de rigueur, plus de solutions, etc. Donc, juste pour donner un exemple concret, nous, on a lancé un programme pour 12 rédacteurs en chef sur toute l'Europe pour les accompagner pendant 1 an à améliorer leur couverture du changement climatique, mais aussi comment faire du journalisme de solution qui s'ancre dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas d'ailleurs, parce qu'on comprend assez mal le terme solution. Enfin, on devrait parler plutôt de journalisme de réponse, mais c'est aussi intéressant de comprendre là où on a échoué à partir du moment où on en tire les leçons. Et donc on accompagne ces rédactions et notamment ces rédacs chefs. La raison pour laquelle on s'est concentré sur les chefs, c'est parce qu'eux-mêmes vont pouvoir ensuite former leur rédaction, accompagner leurs journalistes. Et la personne qui est en charge de ce programme au sein du Solution Journalism Network est une des personnes qui était à l'initiative à la BBC de monter la formation sur le climat à la BBC et qui a formé des milliers de journalistes de la BBC aux enjeux climatiques. Donc oui, c'est vraiment quand même un mouvement qu'on voit s'enclencher au niveau global, quoi. Merci beaucoup. Alors, levez la main, n'hésitez pas. Je ne sais pas si quelqu'un fait passer un micro ou si c'est à moi de... Ou alors vous posez votre question comme ça. Ouais. N'hésitez pas à vous présenter quand vous prenez la parole, c'est toujours mieux de dire qui vous êtes. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jules, je suis étudiant en journalisme en M2 à l'EPJT, donc ici à Tours. J'ai une question, je vais grossir un peu le trait pour que ce soit peut-être plus facile de répondre ou plus court. Si on parle de changement systémique, de changement de format, de changement de couverture et d'évolution depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre en question la logique de rentabilité d'une information qui est axée vers le climat et se dire que d'une manière ou d'une autre, il faudrait peut-être l'abandonner, cette logique-là, pour pouvoir parler au mieux et pouvoir tenter, comme François, vous le disiez tout à l'heure, tenter des nouveaux formats sans ce risque-là derrière que ça se casse la figure et que derrière on annule tout. On ne s'interdit absolument pas d'aller vers de nouveaux formats. D'ailleurs, je vous invite à écouter mon excellent podcast qui s'appelle France 2050, Voyage dans un pays qui se réchauffe. Mais donc, bref, oula. Voilà. On ne veut pas que ça marche, vous voyez. On ne veut pas que ça marche. Donc, on ne s'interdit absolument pas d'aller sur de nouveaux formats. Et par ailleurs, il n'y a absolument rien qui est rentable en journalisme. Quasiment aucun média gagne de l'argent en France. Donc l'idée, c'est de limiter la casse. Mais voilà, c'est une réflexion. Il y a des médias spécialisés quand même. Il y a des médias spécialisés, voilà, il y a des médias spécialisés, etc. En fait, je pense qu'il y a un mouvement un peu de fond sur l'info généraliste. Voilà. Induite par les réseaux sociaux qui vont nous inviter à nous spécialiser dans les domaines qui nous intéressent. Celui qui est fan de sport et de voiture, son fil Instagram, Twitter ou ce que vous voulez, il va être rempli d'images de foot et de voitures. Et ça fait que l'info généraliste aujourd'hui, enfin c'est mon analyse, elle a du mal à trouver du public. Et on voit bien avec la moyenne d'âge des gens qui lisent les journaux. Moi j'avais fait donner des cours dans une école de journalisme il y a quelques temps. J'étais effaré par la méconnaissance des étudiants de des formats d'un JT, de qui étaient les présentateurs des JT de 20 heures, qui sont pour mon époque la grand-messe de l'actualité. Ça n'est plus regardé par les jeunes générations, et ça c'est un truc sur lequel il va falloir qu'on travaille et qu'on s'adapte, ça c'est sûr. Ok, une autre réaction par rapport à la question ou on prend une autre question? Une autre. Alors le micro est là et il y a une question tout devant, si vous pouvez faire passer. Merci. Oui, bonjour, moi je suis citoyen de Tourangeau, j'ai un tout petit média. C'est plus une remarque, en fait, je me souviens, vous avez parlé beaucoup de 2050,
Et j'avais lu le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, de François Gémen, le chercheur, qui disait que 2050, c'était extrêmement démobilisateur comme date. Et je crois qu'il parlait de dilemme temporel. C'est un peu comme la santé. Mauvais format, François. C'est un peu comme la santé. C'est des actions de tous les jours dont on verra les conséquences potentiellement dans des années. Donc c'était peut-être une explication pourquoi ça n'a pas marché. Je ne dirais pas que c'est un échec, mais que ça n'a pas marché. Que 2050, c'est peut-être trop loin et les téléspectateurs de BFM s'attendent à des trucs d'aujourd'hui, de l'actu, mais voilà. Je suis désolé, je monopolise la réponse, je laisse à mes collègues après, mais la question de la temporalité des sujets sur les questions d'environnement, elle est hyper complexe. Parce que moi, je suis dans un média d'actualité du quotidien, et les reportages que je fais sur le changement climatique, ils sont valables le mardi, le jeudi, le dimanche, la semaine d'après, il sera encore valable, mon sujet. Donc c'est le premier à dégager. Parce que l'actualité le remplace systématiquement. Donc en effet, cette question de la temporalité, parce que par exemple là j'ai fait un sujet sur comment prévenir le risque d'inondation, parce que souvent ce sont des solutions qu'on apporte qui sont du temps long. C'est-à-dire qu'avant que ça soit effectif, la solution dont je vous parle, je ne sais pas, mettons faire des bassins de rétention pour éviter les crues sur la Seine, avant qu'on ait fini les travaux, ça va prendre du temps. Donc on peut parler de cette solution-là, mais elle ne sera effective pour le grand public que dans 10 ans. Et toutes les questions climatiques sont sur cette temporalité. Et sinon, on se retrouve à faire des sujets sur des trucs, typiquement, est-ce qu'il faut remettre des pesticides ou pas maintenant tout de suite, et pas se poser la question sur est-ce qu'on a vraiment besoin de pesticides à terme. Voilà, c'est ce genre de questionnements qui sont toujours un peu dans un arbitrage, en tout cas du quotidien pour nous en médias. Nina, pardon, j'ai pas vu. Excuse-moi, vas-y. Non, mais juste pour vous répondre, monsieur, peut-être qu'il y a 2-3 choses. Il y a une question de vocabulaire utilisé. Soit c'est un vocabulaire qui est peut-être ultra utilitariste, voire ultra positif. Est-ce que ça pose pas des fois une question, c'est-à-dire dans la façon dont c'est traité? Il y a une question de visuel. Et puis il y a une question de mise en perspective. Le problème qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on traite la catastrophe climatique en majeur, tous les autres sujets n'étant pas traités sous un angle soit de la santé, soit de l'économie, soit du pouvoir d'achat, soit par exemple des conflits avec par exemple les métaux rares, voilà, c'est d'actualité, forcément on a l'impression qu'on parle de choses qui nous mettent beaucoup en distance. Et c'est pas tant 2050 qui nous met en distance que le fait qu'il faut qu'on passe, comme vient de le dire François, au fait que des choses que l'on va faire, qu'on va prendre comme décision aujourd'hui, elles vont avoir forcément des impacts, mais que ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Et ça, c'est compliqué pour les gens d'avoir cette logique de projection parce qu'ils ont souvent une vision plus court-termiste, terre-à-terre, etc., par rapport à leurs problématiques. Et l'autre point que l'on peut également souligner, c'est que du coup, la pédagogie de la complexité fait que ce n'est pas pour ça que ça va encourager le passage à l'action de la part des gens. Donc, ça ne veut pas dire que l'information seule, elle est indispensable, l'information. Mais elle ne va pas suffire à faire passer à l'action. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est complexe, pour moi en tout cas, à réfléchir au niveau global, parce qu'on voit bien que du coup, ce n'est pas une question de médias, ou c'est une question de là où on va chercher l'information et de la combinatoire que l'on va prendre en main. Voilà, je pense qu'il y a aussi ces sujets-là qu'il faut regarder par rapport à votre question. Nina, je crois que tu voulais réagir aussi. Oui, merci beaucoup pour votre question. C'est un peu mon cheval de bataille du moment et d'où le titre du livre Malentendu. C'est comment s'occuper de la déconnexion apparente entre les préoccupations des citoyens et les récits médiatiques. Et c'est pas tant comment les journalistes vont s'adapter à la version court-termiste des gens, parce que je pense que c'est pas là comme ça que ça se pose, mais c'est plutôt quelles sont les vraies préoccupations des gens aujourd'hui dans leur quotidien et comment est-ce que nous, en tant que journalistes, on va faire le lien avec une vision systémique des enjeux. Ça, c'est très important et ça suppose d'être vraiment à l'écoute des gens et de les inviter aussi à exprimer par quel angle ça va les intéresser qu'on traite un sujet. Ça ne veut pas dire que nous, on ne va pas finalement réussir à diffuser l'information qui nous apparaît comme cruciale parce qu'elle explique les enjeux qui sont
vraiment là, mais par contre, ça veut dire qu'on va le faire de façon à ce que ça leur parle. On va aller les chercher un peu où ils sont. Et pour reprendre l'exemple de Nice Matin, c'est un exemple que je donne tout le temps en formation. Ils ont une équipe dédiée au journalisme de solutions, et une fois par mois, ils font un dossier sur un sujet, une thématique spéciale. Et ils sélectionnent 3 sujets chaque mois et ils font voter leurs abonnés quel est le sujet de préoccupation du moment pour les Niçois. Et sur ces dernières années, ils font des paris à l'intérieur de la rédaction pour savoir quel va être le sujet qui préoccupe les gens. Pas une seule fois ces dernières années, ils n'ont visé juste. Donc je pense que c'est ça que ça pose aussi comme question. C'est est-ce que c'est 2050 ou est-ce que c'est comment l'impact que la crise climatique a aujourd'hui dans mon quotidien et comment je vais pouvoir y remédier va nous emmener vers un meilleur avenir pour 2050. Alors merci Nina. Il y a une question devant. Oui. Alors juste pour rebondir sur cette question, les ONG s'étaient aussi posé la question de rendre ces données scientifiques plus concernantes et prenaient en fait l'âge des enfants, quoi. C'est-à-dire un enfant qui naît aujourd'hui, quel sera le quotidien de votre enfant dans 25 ans ou dans 100 ans si on a encore un air respirable. Voilà. Merci donc, une autre Aude. question. Oui. Aude Carrasco, après. du quotidien La Croix. Bonjour, j'ai une question pour Monsieur Pitrel. Par rapport à un événement, par exemple, comme les méga-bassines, qui a donc été beaucoup traité, évidemment, par BFM TV, du fait que ce soit une chaîne en continu. Je voulais avoir votre point de vue en tant que journaliste environnement en interne. Comment faire, en fait, pour que ce soit pas... si on prend l'exemple de méga-bassines, ce qu'ont retenu beaucoup l'audience de BFM TV, c'est plutôt la question, justement, des... violence, de l'extrémiste, etc., des manifestants, plutôt que le vrai message en profondeur qui était revendiqué derrière. Et du coup, je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, vous avez une autre heure devant vous ou pas, là? Parce que c'est une super question. Alors, pour avoir beaucoup traité le sujet, d'un point de vue personnel, c'est typique de la maladaptation au changement climatique. Et j'ai fait des reportages pour le montrer, je l'ai dit à l'antenne, le jour de la manifestation, la veille, le lendemain, etc. Mais on est sur un événement extrêmement particulier qui a été d'ailleurs violent des deux côtés, la violence des manifestants et des forces de l'ordre, et qui a été médiatisé aussi par les manifestants. Et pour les connaître très bien, ces manifestants, en tout cas ceux qui sont plus ou moins à la tête du mouvement, même si c'est une des organisations où il n'y a pas vraiment de chef, etc. Je les connais depuis longtemps, Notre-Dame-des-Landes et tout. Ils savent que ça va se passer comme ça. Et ils se servent même si c'est terrible à dire, il y a un côté cynique, mais ils l'assument en vrai. Ils savent que s'ils ne font pas une manifestation qui va en partie partir en couille, il n'y aura pas de traitement médiatique du sujet derrière. Donc il y a une utilisation du média qui n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Ils savent très bien les répercussions que ça aura médiatiquement s'ils font une manifestation qui se passe sans aucun problème. Et donc, en effet, ils jouent un peu au con. Et les forces de l'ordre, en plus, les ont aidés dans cette histoire puisqu'ils étaient mal positionnés dans un truc qui ne pouvait pas bien se passer. Et moi, sur la question de la 69, souvent, on avait même les forces de l'ordre qui nous disaient « Mais comment faire pour que ça se passe bien ?» Ils nous demandaient à nous, les journalistes, comment on peut faire pour que ça se passe bien. Je fais « Mettez pas de flics, mettez pas de policiers, ça va bien se passer. » Et du coup, on va moins en parler. Et ouais, c'est sûr. Mais ça a été tellement puissant médiatiquement, cette violence a été horrible. Mais en effet, quand il y avait les manifestations de Gilets jaunes, on est scotchés, quoi. On était scotchés tous. Et les audiences, notamment des Gilets jaunes pendant les épisodes de 2018, elles étaient totalement stratosphériques. Et quand on faisait d'autres sujets sur l'antenne, quand on passait à autre chose, parce que la manifestation était normale, on voyait qu'il y avait un report des téléspectateurs sur les chaînes qui étaient sur les manifestations de Gilets jaunes, alors même qu'il s'y passait rien. Il y avait une attente du public là-dessus. C'est terrible. Mais donc la question du traitement de cette histoire-là, pour juste conclure, moi je pense que j'ai fait mon boulot en tant que journaliste environnement.
On a fait confronter tous les points de vue pendant toute l'histoire, après sur la question, on va dire, de répression policière, etc. Est-ce que ça a fait avancer le sujet? Je pense que oui, parce que malgré tout, le mec qui veut faire une bassine aujourd'hui, n'importe où en France, il va quand même tout doucement, et je pense que les projets ont été quand même aussi par la justice d'ailleurs largement arrêtés. Donc ça a été une utilisation du média aussi de la part des manifestants, malgré tous les blessés qu'il y a pu y avoir et avec les pots cassés que ça peut engendrer. C'est une histoire très compliquée. Je vois qu'il y a des confrères et consoeurs de la Nouvelle République du Centre-Ouest ici dans la salle qui suivent ce sujet au long cours depuis longtemps, et notamment les convois de l'eau. Donc voilà, si vous avez des questions plus détaillées, je pense que vous pouvez aussi aller les voir en local. Ils font un très joli travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je peux continuer ou il faut que Alors, je rapidement, parce qu'il y a aussi une main qui s'est levée derrière. Je voulais juste, en fait, quand justement on sait déjà de base que l'audience de BFM TV, c'est ça qu'ils vont retenir, et les biais qu'ils ont dans le fait de regarder ces événements et de savoir déjà les conclusions qu'ils vont en tirer. Je voulais savoir comment, en tant que journaliste environnement, justement, on prend la responsabilité de dire c'est pas ça qu'il faudrait que l'audience retienne, et c'est le fond du message qui doit être mis en avant. Est-ce qu'on vous écoute en fait véritablement? C'est mon petit combat. C'est mon petit combat quotidien. Voilà, de faire en sorte d'avoir une place à l'antenne aussi sur cette question-là. Voilà, c'est un travail de longue haleine, voilà, pour avoir une légitimité, pour rentrer sur le plateau aussi, pour parler de ça. Ok. Merci. On va faire de la pédagogie des rapports de force, c'est intéressant aussi. Allez-y. Bonjour, Emmanuel. Je fais de l'accompagnement de collectifs sur le sujet du facteur humain. Nina, tout à l'heure, vous parliez d'informations utiles. Je me dis, pour savoir si ce qu'on porte, si l'utilité en fait de cette information, c'est bien de remettre le décor en place et de savoir quel est l'intérêt de notre employeur. Qu'est-ce qu'on sert? Qu'est-ce que l'information vient servir? Et donc là, je salue François. Bonjour François. Vous servez, vous, donc des intérêts qui sont privés. BFM, ça appartient au groupe CMA. Hein, c'est donc un transporteur maritime. Et donc j'imagine bien sûr que, on ne va pas se voiler la face, l'information et l'utilité de cette information vient servir les intérêts de votre employeur, sinon ça en perd toute sa saveur. Vous pourrez tout à l'heure, je sais, il y a beaucoup de bienveillance et de bienveillance par rapport à vous. Je suis convaincu de votre sensibilité concernant le domaine que vous couvrez. Hein. Et n'hésitez pas tout à l'heure à venir chahuter ma naïveté. Mais je voulais savoir, en fait, moi, jusqu'où, puisque maintenant on sait très bien que les activités humaines, elles sont liées à l'intensité et à la fréquence de ces catastrophes climatiques, jusqu'où on peut faire de la place, plus que 15-20 secondes, pour parler d'un effondrement, en fait, sur une chaîne privée dont ce n'est pas du tout les intérêts. Alors, contrairement à ce que vous pouvez penser, j'ai un employeur qui sait très bien qu'il ne gagnera pas beaucoup d'argent avec les médias. Il joue une influence, il y a plein d'autres raisons qui fait qu'il s'est investi dans les médias. Par ailleurs, le fait d'être... alors, je suis désolé, ça va faire genre je suis sympa avec mon patron, mais quand on est patron d'une chaîne de logistique qui a 600 bateaux, je crois, la montée des océans, la question de la gestion des ports et l'adaptation au changement climatique, c'est un vrai sujet pour eux. Donc c'est pas le pire des actionnaires que j'aurais pu avoir en tant que journaliste environnement, on va dire. D'autre part, la question de l'effondrement, moi je fais juste, grâce à Célia notamment, appel à la science. Moi, mon boulot, c'est réussir à de faire venir la science sur l'antenne de BFM TV face à un public qui, contrairement à ce que peuvent faire d'autres confrères qui sont dans des médias plus spécialisés, un public qui n'est pas forcément au fait de ces questions-là. Quand on va regarder un reportage d'Hugo Clément, mine de rien, c'est un peu toujours les 700 000 mêmes, parce qu'il y a à peu près 700 000 téléspectateurs à chaque fois, c'est souvent les mêmes qui vont le voir. Moi, sur mon antenne, en tout cas, je sais que je vais toucher un public peut-être plus large et essayer de mettre une petite graine dans sa chaussure. Voilà. Merci. Une question devant, et après on a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. Oui, bonjour. Rachel Noël, je suis journaliste, coordinatrice numérique à Radio France, en radio locale. Aujourd'hui, le sujet, c'est quel traitement éditorial, et j'ai eu l'impression qu'on s'est beaucoup arrêté sur, finalement, quel traitement journalistique dans l'instant.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait le soir en direct et peut-être qu'on ne s'interroge pas assez sur quel traitement plutôt que de faire des directs, est-ce qu'on ne devrait pas faire justement des podcasts, des vidéos explicatives? Est-ce que peut-être les médias ne donnent pas assez de place à un traitement différent que juste l'immédiateté du direct, parce que le journal de 20 heures, même si on n'est pas un homme blanc de plus de 60 ans, il n'y a pas grand monde dans cette salle qui, si ça se trouve, le regarde. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer plus et se dire, voilà, vers ces nouveaux formats, on va pouvoir traiter plus dans le fond des solutions ou un certain nombre de choses. Je pense que Nina, Célia et peut-être Yvan, vous pouvez répondre à ça. J'ajouterais, par exemple, on a des formations à Radio France, par exemple. Tous les journalistes de Radio France sont formés à une action qui s'appelle le climat. Moi, je ne suis pas journaliste environnemental, mais on a tous été formés pour avoir une base, pour savoir qui sont les scientifiques qu'on peut interroger. Et si on donnait cette base aux citoyens, peut-être que ça serait intéressant dans un autre format que le journal du direct, quoi. Il y a des choses qui existent. Alors, qui veut commencer? Oui, vas-y, Célia. Alors, certainement, vous avez raison, il faut faire évoluer des formats, ne serait-ce que pour s'adresser à toutes les audiences, puisqu'on a globalement la jeunesse qui s'est détachée des médias traditionnels. Pour le reste de la population, le JT rassemble tout le monde. Ça, il faut vraiment avoir en tête, ça reste le premier moyen d'information des Françaises et des Français, je pense que vous le savez, mais c'est quand même assez massif. Donc oui, il faut faire des formats plus dynamiques où les journalistes se mettent devant la caméra, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire et c'est déjà fait d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont en train de passer sur YouTube. Là aujourd'hui, il y avait un reportage d'un journaliste de Radio France justement qui est passé sur YouTube et qui cartonne. Enfin bon, il y en a plein et ça c'est super. Mais même avec les formats traditionnels, on peut faire des choses. Et d'ailleurs, c'est en train d'être fait. Déjà, alors, le premier exemple, celui que vous avez peut-être tous en tête, c'est le journal Météo Climat. France Télé a transformé sa météo, presque 7 millions de personnes qui regardent tous les soirs, pour en faire un format interactif où les gens peuvent poser des questions à un scientifique sur le climat et la transition écologique, et un scientifique répond face caméra à la question du téléspectateur. Bon, ça a rallongé la météo, ça l'a rendue plus interactive, mais c'est pas radicalement différent non plus. Et ils n'ont pas dénoté de baisse dans les audiences. Il y a même une légère hausse, en tout cas à France 2. Pour France 3, c'est peut-être ça s'est stabilisé. Aussi au JT de TF1, même à France 2, c'est pareil, ils ont rallongé les JT et il y a des cases nouvelles qui se sont créées, qu'ils ont labellisé Notre Planète, en tout cas chez TF1, qui sont des formats pédagogiques beaucoup plus longs. C'est pas de l'actu, ce sont des reportages sur des sujets froids où on peut aller sur le terrain, interviewer des experts. Il y a aussi toute une série qui s'appelle Les Super Pouvoirs 2 pour s'émerveiller autour de certaines espèces animales et végétales. C'est plutôt en queue de JT, en fin de JT, donc c'est pas tout en haut de la hiérarchie, mais en tout cas ça existe. Il y a aussi des formats en réalité augmentée, en 3D, qui sont super longs, c'est 6-7 minutes au JT, c'est énorme, et ils sont uniquement à visée pédagogique. Et là, pour le coup, TF1 met un fric pas possible là-dedans, c'est vraiment très très cher. Ça marche bien, le dernier a un petit peu moins bien marché, mais en fait ils s'en fichent parce que sur les réseaux sociaux ça cartonne et les profs les diffusent en cours, c'est des vidéos qui continuent de vivre en fait. C'est une autre manière de faire de l'information. Bon, il en faudrait sans doute plus, mais en tout cas il y a quand même des choses qui existent, mais ça coûte très cher. Non, je pense qu'il n'y a pas un média traditionnel qui essaye pas d'innover sur les formats en fait. Si vous voulez du podcast, il y en a, je ne sais pas combien de centaines sur le climat qui existent en français, dans d'autres langues, de milliers. Des Substack, on peut s'informer entièrement sur Insta. Donc je pense la question du format, elle existe. Enfin, tout le monde essaye. Il y en a qui réussissent, il y en a qui n'y arrivent pas. Bon. Après, pour moi, le sujet, c'est le langage. En fait, je pense que il faut qu'on réapprenne à parler. Un langage concret et simple sur un truc aussi abstrait que le climat. Et ça concerne tout le monde. Et je pense que ceux qui réussissent sur Insta ou ailleurs, c'est qu'ils parlent un langage simple, compréhensible par tout le monde. Chez nous, moi,
on a des consignes pour... on préfère dire pétrole et gaz plutôt que les combustibles fossiles, parce que bon, tout le monde ne sait pas ce que c'est forcément, ce que c'est les fossiles. On essaye d'expliciter beaucoup, quitte à mettre éoliennes et panneaux solaires plutôt que renouvelables. Ça peut être des choses aussi banales que ça. Moi, il y a un rapport, j'enverrai le lien, enfin je le partagerai, qui a été fait auprès de jeunes partout dans le monde, vraiment des jeunes, genre 20 ans, aux États-Unis et ailleurs, y compris, et je me souviens de cette interview d'une jeune étudiante américaine à Northwestern, une grande université, sans doute très intelligente, et sa quote, ce qu'elle disait, c'était quand je finis un article du New York Times, j'ai l'impression de waouh, quand je comprends. Les gens ont du mal à finir les articles ou à vraiment les comprendre en profondeur, et c'est ça le travail à faire. Alors, plus que la question des formats qui est juste, mais valable pour tous les formats, et ça c'est une vraie question éditoriale qui se pose. Pour moi, il faut résister à la couverture clivante du sujet climatique. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que on a quand même un traitement éditorial du climat, mais aussi des solutions à notamment, par exemple, la transition énergétique, qui est très binaire. C'est pour ou contre. Et c'est pas obligé d'être comme ça. Et surtout, ça crée une division qui est quasiment factice, parce que comme l'a documenté Parlons Climat, finalement, il y a un consensus assez global, notamment en France, mais il y a d'autres études à l'international qui prouvent la même chose, sur la nécessité d'une politique climatique accrue, alors je les avais notés tout à l'heure, mais ce qui fait consensus ou carrément qui a un soutien majoritaire, c'est des choses comme le ferroviaire, les éoliennes, se débarrasser des pesticides, tout ça, c'est des choses qui font consensus, mais qu'on traite dans les médias comme étant plutôt sujet à polarisation, sujet à clivage. Donc ça, pour moi, c'est primordial, parce que ça va aussi permettre aux gens de s'approprier le débat et de s'approprier le sujet. Et il y a un exemple que j'adore, qui est un magazine au long cours basé à Vancouver Island, donc au Canada, et ils ont voulu traiter des sujets environnementaux sans exclure la majorité de la population des régions autour qui bossent dans les énergies fossiles. Donc le débat, c'était un peu un défi à la fois évident mais difficile à relever, que de proposer un magazine de qualité sur les sujets environnementaux dans un endroit où les gens tirent des bénéfices de l'exploitation des énergies fossiles. Et ils ont réussi ce pari parce que justement, ils n'ont exclu personne de ces sujets et ils sont allés les chercher sans ton moralisateur, sans humilier pour décider de ce qui est juste ou pas juste, sans dire est-ce que c'est pour ou contre. Voilà, ils ont réussi à créer une conversation autour de ces sujets qui n'est pas clivante. Et c'est là, pour moi, le vrai enjeu aujourd'hui. Moi, je peux peut-être compléter. Je trouve que c'est effectivement de ne pas être clivant, mais il y a on n'a pas utilisé le mot responsabilité, mais il y a une responsabilité des journalistes à informer avec justesse. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on peut raconter les sujets, on peut mettre en avant les points positifs, les points négatifs. On ne demande pas de prendre parti, on demande juste de pouvoir poser aussi les termes du débat. Et ça vaut également pour les solutions. Aujourd'hui, les solutions, parfois, elles sont traitées, soit elles sont absolument fantastiques, il n'y a pas assez de qualificatifs, de superlatifs, etc. pour en parler. Je pense que ça, il y a une vraie question. Et donc, ça veut dire comment je fais pour comprendre ce qui m'a été proposé comme solution, comment je vais faire pour me renseigner de façon à aller plus loin, comment je fais aussi pour le lier avec les questions d'attractivité, de compétitivité, de souveraineté. Aujourd'hui, quand on parle de solutions, tous ces termes-là sont valables et donc peuvent être positionnés à l'aune de ces problématiques-là. Troisième point, il y a la question du hashtag près de chez vous, qui fonctionne aussi, c'est pas vous que je vais le dire, extrêmement bien. Pourquoi ? Parce que ça touche les gens. Et si ça touche les gens, bizarrement, ils ont l'impression qu'on ne leur parle plus, entre guillemets, d'écologie, qui est bien trop souvent associée à une problématique d'écologiste. Et ça, je pense que c'est une lecture
peut-être sans doute trop politique que l'on a aussi en France. Comme je ne connais pas les autres pays, je ne peux pas dire. Mais je trouve que là aussi, ce parallèle est fait trop souvent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, sur la place qui est accordée aux militants, qui va être souvent d'être un peu mis à part, mis au banc, comme si leurs paroles avaient moins de force, moins de portée, notamment dans le cadre du débat politique, parce que tous les sujets sont politiques. Et ça, à partir du moment où on se rend compte que dans les entreprises, dans les collectivités, sur les territoires, il y a des solutions concrètes qui existent aujourd'hui, regardons collectivement la façon dont c'est traité, et on le voit, bizarrement, progressivement, la terminologie évolue, et vous n'avez plus nécessairement l'impression que vous parlez d'écologie ou d'environnement, mais que vous parlez d'économie. Eh bien, c'est la même chose. Et ça aussi, c'est peut-être un switch qu'il faut dont on doit se rendre compte et qu'on doit faire percevoir à la population, parce qu'aujourd'hui, dans le récit, ou plutôt dans le non-récit médiatique de nos sujets, c'est aussi une difficulté pour se projeter dans de nouveaux imaginaires qui vont pouvoir nous faire percevoir, toucher du doigt que le changement des modes de vie, c'est possible, et c'est pas de retourner à l'âge de pierre et à la bougie. Et oui, je voulais pas le dire, ça, moi, je voulais pas le dire. Mais voilà, et je pense que c'est ça aussi l'enjeu par rapport au sujet du traitement des catastrophes climatiques à J+10, projetons-nous un petit peu, ou J+15, parce que les gens, ils ont besoin de raisons pour espérer, sinon ils sont dans la sidération, et si on est uniquement dans la sidération, on n'avance pas. Et c'est peut-être ça, moi, qui me marque le plus aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui ne font pas bien leur travail. Les gens font bien leur travail. Mais c'est ce qui reste en fond. Voilà, pardon. Merci à tous les 5 et merci à vous pour vos questions. On doit s'arrêter parce que voilà, on a dépassé l'heure. Mais si vous avez d'autres sujets de discussion, vous pouvez aller les voir. Merci beaucoup.